Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 81e épisode. Il y a ces moments où tu te dis « mais pourquoi ça dérape ?» Tu dis une chose et l'autre entend autre chose. En quelques secondes, la tension monte et tout le meeting dérape, alors que tu voulais juste faire passer un message. On parle souvent de mauvaise communication, mais c'est pas seulement une question de mots, c'est une question d'énergie, d'intention et surtout de réaction programmée au stress. Sous stress, on ne pense plus, on réagit. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à se protéger. Et c'est là que la ProcessCom entre en scène. Pas comme une méthode de plus, mais plutôt comme une clé, comme un langage pour mieux se connaître et surtout mieux comprendre les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Michel, le fondateur de Solar Management et l'un des experts français de la ProcessCom. Il est celui d'ailleurs qui m'a initié à ce modèle de communication, qui est bien plus qu'une simple grille de lecture, croyez-moi. Stéphane est aussi l'auteur d'un livre, Tout ce que j'ai appris en management et appliqué à mes enfants, ou comment ma famille est devenue le laboratoire de mes expériences managériales. Ça, à mon avis, c'est quand tu t'ennuyais pendant le Covid. Je me trompe? Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette dynamique invisible, celle qui sabote nos meilleures intentions, de ces comportements sous stress qui nous limitent, nous enferment et bien évidemment de la manière d'en sortir. À toi qui m'écoutes pour la première fois, ou peut-être depuis plusieurs mois déjà, je sais que nous arrivons à cette période de l'année où tout s'accélère. Les projets à boucler, les réunions de fin d'année, les décisions à prendre pour 2026 et même peut-être avec des conséquences au-delà de 2026. Sans oublier les fêtes de fin d'année qui génèrent autant de tensions que d'excitation pour la plupart d'entre nous. Et au milieu de tout ça, ce brouhaha intérieur, beaucoup d'idées, beaucoup d'obligations, mais plus vraiment de clarté. Et surtout, beaucoup de questions sans réponse. Il faut que je prenne le temps de me poser. Je sais qu'il va falloir que cela change. Mais je n'ai vraiment pas le temps d'y penser pour le moment. Ou pas l'énergie d'ailleurs dans l'absolu. C'est justement pour cela que j'écris un mini accompagnement de 2 mois. Winter Reset, la transition. Mini dans la durée, mais assez costaud et assez intense. 9 semaines pour remettre les choses à plat. Faire le tri dans le mental, retrouver de l'apaisement pour y voir plus clair, apprivoiser ce stress et ces émotions qui parfois nous submergent et nous laissent échouer sur le bord de l'épuisement, reprendre confiance en soi et retrouver cette énergie qui précède les grands élans, cette énergie dont on a si besoin et dont on ne sait pas prendre soin. On y parlera de cycle à clore, de confiance, d'énergie et de discernement. Pas pour tout changer, ou pour tout envoyer valser, non, plutôt ouvrir une parenthèse pour revenir à soi, afin de mieux repartir. Et si tu sens que ton mental tourne un peu trop vite en ce moment, que tu veux mieux, sans trop savoir par où commencer, je t'invite à nous rejoindre pour 9 semaines à partir du 3 décembre qui vont changer la donne et qui vont leur changer la couleur de ton année 2026. Le lien pour découvrir le programme plus en détail de Winter Reset est dans la description de l'épisode. À très vite! Bonjour Stéphane et merci de prendre le temps d'être là. Bonjour Stéphanie et merci surtout de m'avoir invité. Les Stéphanie parlent au Stéphane ou l'inverse d'ailleurs. J'adore. On va essayer de pas trop se tromper. On va essayer. Dis-moi, tu formes, tu accompagnes depuis des années avec la ProcessCom. Ouais. Mais avant de parler d'outils à proprement parler, j'aimerais vraiment que l'on parle de toi. Et est-ce que tu voudrais bien te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Alors, oui, la singularité de mon parcours, c'est que j'ai commencé par faire de la formation au management à 25 ans sans aucune expérience managériale. En fait, je suis rentré dans un cabinet qui misait sur des juniors, donc il y avait évidemment des consultants seniors et de temps en temps, quand ils voyaient un jeune qui leur plaisait, ils misaient dessus. Et ça fait plus de 30 ans, quasiment 32 ans que j'anime des formations au management. Et la ProcessCom est rentrée dans ma vie il y a une grosse quinzaine d'années comme un outil complémentaire dont j'avais besoin pour que les managers comprennent leurs points forts et leurs points de progrès en communication. Parce que moi, dans mon métier, management, c'est vraiment sous l'angle de la communication. Je suis pas spécialiste en organisation, je suis pas spécialiste en stratégie. Je parle juste de la relation qu'un manager a avec ses collaborateurs. Pour avoir suivi une de tes formations, justement en management, il y a quand même aussi énormément au-delà de la communication dans ce que tu transmets.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a la façon de dire les choses, et puis il y a tous les outils qu'on peut donner aux managers. Donc on leur donne des fiches recettes pour gérer tous les actes qu'ils ont à faire, soit en individuel, entretien, j'en sais rien, de valorisation, de remotivation, briefing, débriefing, entretien annuel, ou collectif, réunion de lancement, réunion de bilan, annonce de changement, enfin tout ce qu'ils ont à faire. Donc, j'avais adoré tes B+, R+. B+, R+, B+, R-, t'as de beaux souvenirs. Bilan positif de résultats positifs, bilan positif de résultats négatifs. Effectivement, le bilan est toujours positif, ce qui peut être négatif, c'est le résultat. Et ça m'a énormément marqué et énormément aidé par la suite. Solar Management, donc aujourd'hui, tu interviens vraiment sur tous les corps de métier et toutes les... Et tout type d'entreprise, ouais, c'est la richesse, c'est le plaisir de ce métier. C'est que moi, je change d'entreprise tous les jours ou tous les 2 jours. Je croise un nombre de boîtes différentes, incroyables, des gens incroyables, j'apprends des choses tous les jours, des gens que j'aurais jamais pu croiser dans la vraie vie, des métiers extrêmement différents, des cultures de boîtes extrêmement différentes. Et ça, c'est une drogue. Enfin, voilà, si tu vas sur le site, tu vois le panel des clients, il y a vraiment de tout, et c'est ça qui est vachement sympa. Ouais, j'avoue que c'est ce que je découvre aussi là depuis quelques années maintenant, et qui me passionne, c'est à chaque fois de se remettre en question, de se remettre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle orga. C'est juste génial. J'avais envie de te demander, mais pourquoi la ProcessCom ? À quel moment ? Qu'est-ce qui t'a amené à la ProcessCom ? Parce que tu dis, ça fait plus de 30 ans, mais seulement, si je puis dire, 15 ans que vraiment la ProcessCom t'es tombé dedans, en fait. En fait, dans le cabinet où j'ai grandi, on avait un patron qui n'aimait pas du tout les modèles de communication ou de personnalité parce qu'il trouvait que ça canalisait trop les choses, ça cadrait trop les choses. Et puis, un jour, il nous a fait part d'une de ces... on avait un séminaire de rentrée fin août pour redémarrer l'année, et il nous fait part d'une de ces lectures de l'été, comme il faisait chaque année, et il nous parle de ce modèle. Et nous, on était tous un peu surpris à dire, oh là là, il nous parle d'un modèle de com et de profil, c'est pas du tout la culture du cabinet, mais celui-là avait eu un peu de crédit à ses yeux. Et ensuite, moi, je l'ai creusé quand j'ai créé mon propre cabinet. Je me suis certifié parce que pour avoir le droit d'enseigner ce modèle, il y a une certification qui est assez longue, qui fait 25 jours, donc le modèle est assez conséquent. Et en fait, j'en ai eu besoin quand j'ai compris que ça faisait des années que je donnais des techniques de management à des managers qui me disaient en fin de stage, ouais, les outils sont bien, mais je vais voir comment je peux l'adapter. Et moi, je comprenais pas, parce que je me disais, mais il n'y a pas à adapter, il y a qu'à utiliser l'outil qu'on t'a donné. Et en fait, évidemment, le participant avait raison, il sentait bien par rapport à sa personnalité qu'il y a des outils qu'on lui avait donnés qui étaient plus ou moins à sa main. C'est pour être très simple, si tu donnes un outil de valorisation à quelqu'un qui a beaucoup de mal à être positif, il te dit, je vais voir comment je peux l'adapter. Je te donne une technique de recadrage à un manager qui, lui, a beaucoup de mal à dire les choses difficiles, à dire non ou à dire stop. Il te dit, je vais voir comment je peux l'adapter. Oui. Et donc, j'ai compris qu'il fallait d'abord commencer par faire un état des lieux de leur profil de communication, qui comprennent qu'il y a des actes et des moments de management dans lesquels ils sont naturellement à l'aise, entre guillemets, ils jouent à domicile, et puis des actes de management qui sont moins instinctifs pour eux. Et pour faire ça, il y avait plusieurs modèles sur le marché. Comme mon président de la boîte précédente nous avait un peu initié à la ProcessCom, je me suis dit, je vais creuser celui-là. Puis de fait, je l'ai approfondi, ça fait plus de 15 ans que je bosse avec, quoi. Oui, parce que tout de suite, quand on pense à ce genre de profil, on pense à Disque, qui est peut-être aussi très répandu, qui est aussi intéressant, qui est un outil de lecture. Mais ProcessCom, je l'avais trouvé, pour avoir creusé les deux, je l'avais trouvé beaucoup plus dans la subtilité et beaucoup plus dans la nuance, et du coup beaucoup plus adaptable aux différentes typologies de personnes. Il y a 6 facettes de communication dans le modèle, et c'est un modèle où on peut assez vite jouer avec. Et en même temps, si on creuse un peu, s'il y a 25 jours de formation pour le dispenser, c'est qu'il peut être très très fin. Il plaît beaucoup parce qu'il n'y a aucune théorie. C'est-à-dire qu'en process communication, les choses, elles sont devant toi. C'est un modèle qui est basé uniquement sur de l'observation. Donc les choses, tu les vois. Et en stage, d'ailleurs, on utilise beaucoup ce qu'on voit, c'est-à-dire les réactions des gens, leur façon de parler, leur façon de communiquer. On a toute la matière dans la salle, en fait. Et il n'y a rien à inventer, il y a juste à regarder ce qui se passe. Justement, si tu devais définir la quintessence de la ProcessCom, une phrase ou deux, ce serait quoi ? Parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui savent. Qui ont jamais été... c'est un modèle, comme il y en a d'autres, tu as cité le DISC, il y a le MBTI, il y a l'énéagramme. C'est un modèle qui est fait pour éclairer le fait que quand 2 personnes communiquent, il y a un processus, c'est pour ça qu'on parle de process communication, il y a un processus qui va s'établir ou pas. Et donc en fait, il y a parfois des gens avec qui on échange et on se dit au bout d'un moment, mais c'est pas possible, on parle pas la même langue. Et oui, effectivement, ça éclaire le fait qu'on parle pas toujours la même langue en parlant français avec quelqu'un. Et donc je suis en voiture avec une amie, je lui dis il nous reste combien d'essence ? Elle me répond on est large. En français classique, on pense qu'il y a un échange là-dedans.
En process communication, il n'y en a pas, parce qu'on est large, ne répond pas à la question telle qu'elle a été posée sur la forme. Parce que sur le fond, les gens vont me dire, tu l'as eu ta réponse. Ouais, sauf que dans ma question, il y a combien? Donc ma question, dans sa construction, elle appelle une réponse précise, que là, j'ai pas. Donc je suis frustré. Donc je vais poser une deuxième question. Quand tu poses 2 questions à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème de processus. Et donc, c'est un modèle qui est une arme de tolérance massive, parce que ça permet aux gens de comprendre que parfois, ils se comprennent pas avec des gens, ça n'a pas tant à voir avec le fond, mais déjà avec la façon dont les gens codent leurs messages. Et en fait, on fait depuis toujours, tout le monde, de la process com, comme Monsieur Jourdain, sans le savoir. Toutes les personnes avec qui les processus sont fluides, pour le dire autrement, on se comprend bien. Nous, on le dit pas comme ça, on dit qu'on a des atomes crochus avec les gens. On parle la même langue, qu'on est sur la même longueur d'onde. Exactement. Quand on est sur la même longueur d'onde, c'est que vous tombez sur quelqu'un qui a la même façon de communiquer que vous. Et donc, quand vous lui dites, il nous reste combien d'essence, il répond un tiers de plein. Et si moi, j'avais eu le même profil de communication que cette personne, j'aurais pas dit, il nous reste combien, j'aurais dit, c'est bon pour l'essence, ouais, on est large. Et là, le processus, il s'est établi. Et là, la connexion, le message passe de manière fluide, comme tu viens de le dire. Et c'est hyper intéressant. Alors, c'est vrai, tu as utilisé cette expression d'arme de tolérance massive. Je me souviens qu'il y a eu un avant et un après pour moi. Et aussi dans mon style de management de, effectivement, tolérance. Effectivement, de prise de recul vis-à-vis de moi-même pour réadapter mon message et vis-à-vis des personnes que j'avais en face de moi, qu'elles soient dans mes équipes ou que ce soit des peers, que ce soit des N+1, enfin peu importe, vraiment à tous les niveaux, et y compris à la maison, mais ça on en reviendra, de dire « Ok, j'ai pas formulé ma demande sur le bon canal ». C'est exactement ça, c'est-à-dire que... Pas sur la même fréquence d'onde. On peut se remettre en question soi-même avant de remettre en question l'autre. Parce que c'est pas toujours l'autre, peut-être aussi soi-même. Ça pousse à avoir une petite hygiène dans la vie. Quand la communication est fluide, il n'y a aucune question à se poser. Mais quand la communication est pas fluide, on peut d'abord se poser la question, est-ce que moi j'ai bien codé mon message par rapport à mon interlocuteur? Et quand quelqu'un m'envoie un message qui est pas sur la même longueur d'onde que moi, si j'ai la disponibilité d'esprit et que je connais un peu le modèle, je peux changer de canal et m'adapter à lui ou à elle. C'est ça que ça apporte. C'est des réglages en fait. Ouais. On parle souvent de profil, process com, tu as déjà d'ailleurs utilisé l'expression. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, moi, c'est que c'est pas une étiquette. Dans la process com, on comprend bien qu'en fait, on a tous un petit peu de tout, et c'est juste qu'on a de l'aisance, du confort, où on se sent mieux dans certaines zones, et surtout que c'est une dynamique. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce qu'on se construit autour de ces différents profils et de ces différentes personnalités? Alors, c'est marrant parce que je lisais ce matin un article sur LinkedIn qui disait, quelqu'un disait que dans le disque, c'est pareil, on n'a pas le droit, entre guillemets, de nommer les gens par c'est un rouge, c'est un jaune, c'est un vert, c'est un bleu, ce que tout le monde fait, mais que tout le monde a des 4 couleurs, et en process communication, il y a aussi des couleurs, et c'est pareil, il est interdit de nommer quelqu'un par sa dominante, puisque la base de ce modèle, comme pour le disque et comme pour beaucoup de modèles, on a les 6 facettes de communication. On est capable de parler ces 6 langues-là. Maintenant, on a une dominante, évidemment, et donc on en parle une plus que les autres. Ces modes de communication viennent d'injonctions parentales. Tout le monde a entendu dans son enfance des injonctions d'être fort, d'être parfait, de faire plaisir. T'as pas mal, sois sage. T'as pas mal, sois sage. Pourquoi t'as pas eu la meilleure note, voilà. Et ces injonctions, elles conditionnent nos comportements. Bon, la communication, c'est une de nos modalités comportementales. Et donc, ces injonctions conditionne la forme de nos messages. Et d'ailleurs, dans l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, il nous reste combien d'essence? C'est une question qui appelle à une réponse parfaite et précise, et la réponse « on est large », elle est trop globale, elle n'est pas assez parfaite, elle n'est pas assez précise, donc elle ne répond pas. Et donc, ces facettes de communication viennent d'injonctions parentales. On les a toutes ces facettes avec 1 à 2 dominantes. En tout cas, c'est comme ça que résonne le modèle. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant aussi dans ce que tu dis et que moi, j'avais vraiment retenu et intégré. Il y a des phases de vie. Alors, ok, on en a 2 prédominantes, une base dans laquelle on se sent à l'aise, mais que c'est évolutif aussi. Alors, ce qui est évolutif, oui, c'est que alors le modèle est représenté sous la forme d'un immeuble. Quand on fait son profil process communication, on repart avec son immeuble, avec l'ordre des étages. C'est la façon qu'ils ont eu de représenter les profils des gens. On habite le rez-de-chaussée, qui est notre étage de confort depuis des années, depuis tout petit. Et ensuite, on peut parfois créer des duplex, c'est-à-dire aller vivre à d'autres étages. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on est tous équipés d'un ascenseur qui permet de se promener dans les étages et justement de réagir
avec les différentes formes de communication. Majoritairement, on utilise plutôt les étages du bas, parce que plus on monte, plus il y a de l'inconfort. Et moi, j'ai mis longtemps à le comprendre, ça, mais le mécanisme le plus important de ce modèle, c'est justement de comprendre l'ascenseur et d'aller utiliser les modalités de communication et les étages du haut qu'on sous-utilise de manière naturelle et qui demandent un petit peu d'effort. Sauf que si en face de moi, j'ai quelqu'un qui a des modalités de communication au rez-de-chaussée pour lui, qui sont mon 6e pour moi, ben j'ai plutôt intérêt, si j'ai envie de m'entendre avec cette personne, de prendre l'ascenseur. Et donc, c'est cette dynamique. Le plus important, c'est la fluidité de l'ascenseur dans ce modèle. C'est justement d'être polymorphe, plutôt que de dire, ben moi, je suis dans ma base, et je reste dans ma base, et je suis comme ça, et je parle comme ça, et m'accepte qui veut. C'est ça qui est pas acceptable, qui est pas OK. Oui, surtout aujourd'hui, où effectivement, il y a toujours plus de diversité, toujours plus de profils, ce qui est une richesse. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces profils, il y a des moteurs. Je me souviens d'une expression que tu utilisais qui m'a vraiment marqué, c'est les masques appellent les masques. Le modèle de la process communication, il décrit effectivement 6 façons de parler français, italien, espagnol, voilà. Et ces comportements-là et ces façons de parler, l'ascenseur, c'est quand on est détendu. Donc on est capable de s'adapter à quelqu'un. Et si je dîne avec quelqu'un que je connais pas, je vais l'entendre parler à un moment donné dans le repas au rez-de-chaussée, puis au 3e, puis au 4e, puis au second. Et je vais avoir du mal à identifier sa dominante parce que on est capable de parler toutes les langues. Sauf que quand on est... Alors, on appelle ça en process communication sous stress, sauf que c'est pas la même définition du stress qu'en français classique. En français classique, le stress, dans son assertion la plus commune, c'est « j'ai trop de boulot, je suis débordé ». Il y a des gens pour qui c'est du kiff, ça. En process communication, le stress a une autre définition, mais en tout cas, quand on a un mal-être, on va prendre un terme plus générique, notre communication va devenir désagréable. Et ce côté désagréable, on appelle ça effectivement en process communication un masque. Nous, on a plein d'expressions populaires. On dit pas, dis donc, Thomas en réunion hier, il avait un masque de niveau 2. On dit Thomas en réunion, on en a plein, il a pété un câble, il a fondu un plomb, il a fondu une durite, il a craqué son slip, il a vrillé. On en a plein des expressions pour dire, voilà, il y a un truc qui a débordé, il n'était pas bien. Et ça s'appelle en process de communication un masque. Et c'est vrai que comme le masque est une réaction sous stress, elle déclenche chez les autres leur propre comportement sous stress. Quand quelqu'un est stressé, il stresse tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on dit en rigolant, les masques appellent les masques. Et comme m'a dit l'autre jour un patron, bah nous les codir, c'est un peu carnaval parce que tout le monde sort son masque. C'est complètement un jeu de posture et de masque qui va venir trigger. Exactement. Activer, je dirais. Les masques des autres. Et le masque est une belle définition, enfin, une belle image, je trouve, parce que nous, on a tendance à compacter l'individu et son comportement, en disant il fait suer Thomas de réagir comme ça, comme si Thomas l'avait fait exprès. Sauf que Thomas, il est pas bien, il était masqué. Et en fait, faut pas oublier que sous le masque, la belle personne qu'on est d'habitude, quand on est détendu, donc dans l'ascenseur, est toujours là. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un a un écart de comportement et qui vient s'excuser le lendemain, il va te dire non mais désolé, hier j'étais pas moi-même. Oui. Alors en process de communication, on dira désolé hier j'étais masqué. Et donc sous le masque, on a nos comportements positifs et quand on est masqué, c'est pas terrible, effectivement. Ouais. Et si on devait décrire ces 6 profils justement à travers de leur moteur principal, ça donnerait quoi en version humain ? En version humain, imaginons qu'on a en nous 6 énergies avec une dominante dans ces 6. Il y a une partie de nous, une partie de notre énergie qui est l'énergie de la sensibilité. Tout le monde est plus ou moins sensible. La sensibilité, c'est l'endroit où on sent un vin avant de le boire, où on écoute une musique intensément, où on regarde un paysage avec émotion, et où on sent que Thierry, l'autre jour à la soirée, il avait pas l'air bien, ou Vanessa à la réunion, je l'ai trouvé un petit peu pas bien. Donc on a une sensibilité aux choses et aux autres. Certains utiliseraient le mot intuition, peut-être ? Et c'est l'étage où on a de l'intuition, justement. D'accord. Donc cet étage-là, c'est l'étage où on communique avec une voix qui est très douce, très ronde. C'est la voix qu'on prend quand on console un enfant qui a fait un cauchemar. C'est la voix qu'on prend quand on discute avec un ami en fin de soirée qui est un peu dépressif. Voilà. Donc ça, c'est une de nos composantes, c'est l'énergie de la sensibilité. Il y a un autre endroit de nous où on est dans la logique, le process, l'organisation, le timing. Voilà, tout le monde est plus ou moins capable de s'organiser, d'être dans cette logique-là. Il y a des gens qui le sont très peu, des gens qui le sont beaucoup, des gens qui sont très très process, d'autres très peu, et qui est un endroit où notre communication est très factuelle pour le coup. Donc à l'étage de la sensibilité, la communication est très émotionnelle. À l'étage de la logique, la communication, elle va être très hiérarchisée. Des gens qui vont te dire il y a 3 choses importantes pour moi, et tu es sûr d'en avoir 3. On a une énergie qui est notre énergie
de nos valeurs, de nos principes, de nos convictions. On a un endroit dans notre cerveau où est rangée toute la malle à dictons, avec toutes les croyances qu'on a sur la vie. Ça, c'est un étage où on va militer pour nos opinions, pour nos valeurs. On va les affirmer avec parfois beaucoup de véhémence. On va essayer de convaincre les autres que on pense comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre surmoi, on pourrait le dire comme ça. Donc un étage de la sensibilité, un étage de la logique, un étage des valeurs. On a un étage qui est très intérieur, dans lequel on peut s'évader. On peut partir dans sa tête et on peut s'imaginer faire plein de choses. Tout le monde peut l'utiliser dans le métro, par exemple, quand on est coincé, serré comme des sardines aux heures de pointe. On peut fermer les yeux et partir aux Seychelles si on en a envie. Ça peut se muscler. Il y a des gens qui y vont de temps en temps. Il y a des gens qui sont tout le temps dans leur imaginaire. T'en as des modèles au cinéma. T'as Amélie Poulain qui passe son temps à imaginer plein de trucs qui n'existent pas. C'est un étage qui est plus intérieur. On a un étage où on agit, qui est un peu l'étage du défi, qui est un peu l'étage Nike, Just Do It, où on bouge, on y va, on relève des défis. Cap ou pas cap. Cap ou pas cap, exactement. Et puis, on a un endroit où on est encore très enfant libre et où on aime avoir de la complicité avec les autres, on aime jouer avec eux, on n'aime pas les choses programmées, on aime la liberté et on a une communication qui est très spontanée. Quitte à sortir des cadres. Quitte à sortir du cadre et parfois même au moment où c'est pas le moment. Ouais. Parce que comme on est drivé par la spontanéité, et ben cette spontanéité parfois nous fait dire des choses à des moments où c'est pas OK. Et donc, sur l'exemple tout bête du début de la discussion, il nous reste combien d'essence est une question posée à l'étage où on a besoin de logique et de données factuelles, et la réponse qui en est large est une réponse ludique de l'étage de l'enfant libre, qui n'a pas besoin de passer par un truc précis, qui juste te répond que c'est OK, c'est bon. Ça roule. C'est bon, ça roule, voilà, exactement. À quel moment, justement, est-ce qu'on va savoir qu'on bascule ? Comment est-ce qu'on arrive à identifier un peu ce passage sous stress pour s'aider à... Le stress, progressivement, va couper l'accès à la pensée claire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'est plus lucide. C'est pour ça qu'on pète des câbles et que le lendemain, on s'excuse des comportements odieux qu'on a pu avoir. Donc, la bascule dans le stress, elle se fait progressivement. Il y a un stade où je suis encore lucide, où je peux voir que je suis en train de bugger. On dégoupille. Et il y a un stade où on dégoupille. Là, je peux plus rien faire. Donc, le cadeau que nous fait aussi le modèle de la process communication, c'est que, en fonction de mon profil dominant, je vais savoir quels sont les comportements avant-coureurs qui commencent à me dire coco ou cocotte, t'es en train de bugger, t'es en train de, pour le coup, t'es plus dans l'ascenseur, t'es en train de descendre à la cave. On appelle ça comme ça, c'est le vocabulaire de la process communication. Mais t'es en train de te recroqueviller. De te recroqueviller et d'avoir des comportements qui sont pas terribles. Donc, dans les premières étapes du stress, on peut se voir faire et on peut du coup, si on connaît son profil, savoir ce qu'il faut faire pour aller mieux et pour remonter. Et puis il y a un stade au-delà duquel on a dégoupillé, tu le dis bien, et où là... c'est plus accessible. Non, la pensée claire n'est plus accessible. Je me suis vue dans des réunions, alors pour le coup, voir des personnes, mais vraiment complètement avoir cette impression, tu sais, de les voir sortir de leur corps, quoi, sortir de leur gond. D'ailleurs, l'expression, je pense, elle est bien utilisée à ce moment-là. Et tous les clashs télé que l'on peut voir, où on se dit mais c'est pas possible, est-ce qu'il se rend compte que ça fait 10 fois qu'il répète la même chose? Enfin, on en montre plein en formation. Et oui, de l'extérieur, on est stupéfait de voir les gens dans cet état-là. Mais ça, c'est le propre du stress, c'est vraiment de couper l'accès à la pensée claire. Il y a des exemples, enfin moi je prends toujours le même exemple parce qu'il est tellement flagrant, mais si tu regardes Koh-Lanta, pendant la course d'orientation, ils sont sous stress très intense. Ils ont une boussole qui indique le nord, ils doivent aller au nord et tu dois partir au sud. Ouais. Et toi, sur ton canapé, tu dis, mais c'est pas possible. Non, il n'a plus d'accès. Voilà, on n'est plus lucide. Il y a des moments où on n'est plus lucide. Et donc, quand on n'est plus lucide, la communication, elle vrille, quoi. Et on s'en veut, normalement, après, quoi. Ouais. Si on s'en veut pas, c'est qu'il y a un petit sujet. C'est qu'il y a un autre sujet. Oui, il y a un autre sujet. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la process com, c'est qu'elle ne sert pas que à analyser. Alors oui, il y a cette approche où, au fur et à mesure, on apprend à se connaître et à mieux gérer et à mieux... aussi gérer les dynamiques d'équipe, en fait, pour que le message passe au mieux en fonction des différents profils. Mais surtout, la process com, elle permet de se remettre en mouvement. Il y a vraiment ce côté dynamique de « on peut agir ». On peut faire un reset, moi j'aime bien ce terme-là. Hein. Oui. Comment est-ce qu'on reset une situation lorsque la communication part en vrille, justement ? On a coutume de dire que c'est normalement le moins stressé des deux qui est censé faire l'effort. C'est celui dont l'ascenseur est disponible qui est censé s'adapter à l'autre. Déjà, quand on connaît les réactions sous stress, on a plus de tolérance, on l'a dit, on voit que l'autre il est pas bien. Si on connaît un peu le modèle, on peut savoir ce qu'il va falloir lui donner
à ce moment-là en termes de forme de communication pour le calmer. Et puis si on n'y arrive pas ou si soi-même on s'est raté, il y a toujours un truc qui existe mais qui est vieux comme le monde, c'est de faire des excuses, de présenter des excuses, si tant est qu'on sache le faire d'ailleurs. Mais tout le monde ne sait pas présenter des excuses de manière propre. Le reset, il sera plutôt quand on sera remonté de la cave, quand on ira mieux. On peut aller voir la personne le lendemain pour dire voilà, désolé hier, je pense que j'ai eu un comportement qui n'était pas terrible, et on peut faire ce qu'on appelle en communication une régulation. Une régulation, c'est d'aller apaiser les choses le lendemain avec la personne. Mais ça nécessite de s'en rendre compte. Il y a des gens qui vont estimer que eux n'ont rien à se reprocher et que c'est toujours l'autre qui les comprend pas. Et donc si t'es pas capable de me comprendre, tant pis pour toi. Faut avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir que le juge de paix de mon message et de la qualité de mon message et de l'intérêt de mon message, le juge de paix de mon message, c'est pas moi, c'est pas l'émetteur. C'est le récepteur. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais tout à l'heure de bonnes ou de mauvaises excuses. Quand les gens commencent des excuses en disant « si tu l'as mal pris », déjà là, il y a une mise en doute du récepteur. Exactement. Donc c'est pas « si ». C'est je vois que tu l'as mal pris, je te présente des excuses parce que ce que j'ai dit était pas correct, était pas bien dit, était sous le feu de la colère, sous le feu de l'énervement, sous le feu de l'énervement, sous le feu de l'agacement. Donc qui n'a pas du tout le même impact que si tu l'as mal pris, je suis désolée. Si tu l'as mal pris, c'est désolé, c'est que en fait il y a une hypothèse qui est qu'en fait c'est la faute de l'autre. Oui, alors que je vois que je t'ai fait de la peine, je te présente des excuses, il y a plus d'hypothèse. C'est assumé que c'est moi. Ça demande de la remise en question. La remise en question, c'est ce qui demande le plus d'énergie. Et quelqu'un qui se remet pas en question, c'est pas quelqu'un, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas toujours quelqu'un qui veut pas. C'est aussi souvent quelqu'un qui ne peut pas. Oui, ou qui ne sait pas. Ou qui ne sait pas, ou qui n'a pas eu les codes, les clés, ce que nous apporte d'ailleurs la ProcessCom entre autres, pour décoder son comportement et comprendre que dans l'échange un peu houleux qui a eu lieu, il y est pour quelque chose. Alors, c'est vrai que après, quand les deux personnes connaissent le modèle, c'est pour ça qu'en entreprise ou ailleurs d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de décoder. Enfin moi je veux dire avec ma compagne, elle connaît le modèle autant que moi. Et heureusement qu'on a la ProcessCom pour débugger des problèmes de communication qu'on a tous les deux, où on en rit, où je fais une réponse qui est pas du tout sur le bon canal de communication par rapport au sien et inversement. Alors sans rentrer du coup dans cette intimité, tu as quelques exemples autres que tu entends régulièrement en formation qui illustreraient ce que tu dis? Le télescopage de profils, c'est quand les profils sont sur des registres de communication totalement différents. Tout à l'heure, on disait, il y a un des profils qui communique beaucoup, qui partage beaucoup sa sensibilité, ses émotions, d'accord? Et il y a un autre profil qui peut être dominant chez quelqu'un, parce que tout le monde, encore une fois, les 6, qui peut être dans la logique et les faits. Quant à ces deux personnes qui échangent, ça bug. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la logique et les faits considère que tout se gère par la logique, tout se gère par une solution, tout se gère par un process. Ou un tableau Excel. Ou un tableau Excel. Et en face, on a quelqu'un qui fait part d'une émotion et qui, au moment, va dire, mais t'entends pas ce que je te dis, je suis en train de te dire que je suis malheureux, que je suis pas bien, peu importe, je suis en train de te partager des émotions et tu me réponds plan d'action. Et l'autre, il comprend pas parce qu'il dit, oui, bien sûr, puisque de toute façon, ça va se gérer par 1, 2, 3. Donc ça peut être un des clashs possibles. Tu peux avoir un autre clash possible entre celui qui cherche tout le temps du contact ludique et qui est très souvent dans le second degré, donc qui joue beaucoup, avec celui qui justement dans la rationalité, dans les faits. Moi je me suis rendu compte qu'il y avait des participants parfois en formation qui veulent juste jouer avec toi et qui vont te balancer une connerie pour jouer. Moi, avant de connaître la process communication, je répondais sérieusement, donc je les perdais. Aujourd'hui, j'arrive à jouer avec eux. Donc, c'est vraiment, c'est là où on parle de tolérance, c'est-à-dire que ça donne des clés pour comprendre que parfois, il y a un truc qui se joue, qui n'est pas un problème de fond, qui est juste un problème de forme, quoi. Et toi, est-ce qu'il y a un type de profil, justement, avec qui c'est plus challengeant de communiquer? Parce qu'on a tous des profils de personnes, enfin, on a tous des personnes, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, avec qui c'est plus facile, et d'autres avec qui c'est plus challenging. Moi, je sais très clairement lesquelles sont plus compliquées. On a dit qu'on avait 6 facettes, que ces facettes sont rangées dans un immeuble. Donc mécaniquement, moi j'ai des atomes crochus avec ceux qui ont les 3 étages du bas comme moi, et c'est un challenge pour moi de communiquer avec ceux qui ont les 3 du haut. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que plus on y va, plus on y va. Ouais. C'est-à-dire que l'ascenseur il se muscle. Moi ça fait plus de 15 ans que je muscle la course de mon ascenseur, et je suis probablement plus adaptable à mon environnement qu'hier et moins que demain, parce que c'est jamais fini, je suis loin de maîtriser tout ça. Et donc du coup, moi les profils qui sont les plus éloignés de mon mode de communication à moi, c'est des profils, le premier dans la sensibilité, parce que moi, je pense qu'on a bien entendu, je suis plus dans un propos didactique, factuel, précis, hiérarchisé, à tendance un peu gonflante. Pas du tout. Mais pas du tout, c'est gentil. Et donc, moi, quand on me propose de l'émotion, je réponds de la logique. Donc, j'ai appris
à essayer d'aller chercher autre chose comme réponse. Et puis les gens qui sont dans le second degré, moi je réponds souvent au premier degré. Et j'ai même un code avec ma compagne. Au bout d'un moment, quand je pars trop vite, elle me dit C2. Ça veut dire code deuxième degré. Elle me dit, je suis en train de jouer là. Et moi, je réponds premier degré. Donc, et en formation, c'est pareil. Des fois, j'arrive à jouer avec certains, mais quand je suis un peu sous stress, que l'heure approche de la fin de la formation, que j'ai en tête tout ce que j'ai encore à raconter ou à faire comme exercice, et qu'il y en a un qui veut jouer avec moi, des fois, je me surprends de pas prendre l'ascenseur et de lui répondre premier degré. Donc, on a toujours une difficulté. C'est pour ça que si les gens ont dans la vie un partenaire de vie qui a dans leur immeuble en bas ce que eux ont, en haut ce qu'eux ont en bas, je vais y arriver, c'est un fabuleux sparring partner pour s'entraîner à prendre l'ascenseur tout le temps. Oui. Parce qu'il n'y a pas de plus beau mobile que l'amour pour faire un effort vis-à-vis de l'autre. D'accord ? Donc moi, j'ai jamais autant travaillé mes étages du haut qu'avec mes enfants ou qu'avec ma compagne qui ont des profils très différents de moi. Et ça m'oblige à aller chercher des formes de communication, des réactions pour bien m'entendre, entre guillemets, avec eux, qui sont pas du tout les miens. Et justement, ce qui est aussi très intéressant quand on suit la ProcessCom, alors c'était vraiment du coup une initiation, bien évidemment, mais on voit très vite des changements, des lignes qui bougent aussi bien à la maison, tu as parlé des enfants, et très clairement, moi ça a fait bouger les lignes, et aussi en dynamique d'équipe. Parce que là, on se rend compte que quand on a un message à faire passer, plus l'équipe est grande, et plus il faut s'adapter. Parce que dans l'équipe, tout le monde n'a pas les mêmes 3 étages les plus accessibles, on va dire, comme les tiens. Alors ça, c'est une des belles leçons, ou un des beaux enseignements de la process communication, c'est que, et je pense de tous ces modèles-là, je pense qu'ils disent tous un peu la même chose différemment, c'est que l'équipe efficace, elle est multicolore. Et en 2025, bientôt 26, j'aime bien qu'on répète que l'équipe efficace est multicolore. Et donc, c'est la diversité. Multicolore, multiculturelle. C'est ça que j'appelle multicolore. Multi-expertise, vraiment. Elle est variée. Ouais. Et donc, du coup, effectivement, on a besoin de tous ces modes de communication, de toutes ces énergies, puisque pour faire un projet, il faut quelqu'un qui le planifie, qui le structure. Il faut quelqu'un qui voit loin, qui ait la vision long terme. Il faut quelqu'un qui dise, bon, ben, on y va, on passe à l'action. Il faut quelqu'un qui imagine toutes les potentialités, il faut quelqu'un qui veille au bien-être de l'équipe, et il faut quelqu'un qui ait de la spontanéité, de la créativité pour avoir des idées un peu décalées et nouvelles. Donc on a besoin de ces 6 énergies autour de la table, mais il faut les connaître pour pouvoir les faire fonctionner ensemble. Parce que souvent, les gens ont tendance à aimer des gens qui sont comme eux, à recruter des gens comme eux, parce que l'atome crochu, il est immédiat. Dès l'entretien de recrutement, tu te dis, j'aime bien cette personne parce qu'elle communique comme moi. Et parfois, on a tendance à avoir des équipes qui sont un peu consanguines, un peu toutes de la même couleur. Exactement. Donc oui, c'est un modèle qui montre que plus on bosse ensemble avec des équipes variées, plus c'est efficace en fait. Et les enfants, oui, moi je compte plus le nombre de personnes qui me disent en formation, mais je viens de comprendre pourquoi ça bug avec mon fils, ma fille, mon conjoint, et ils viennent nous voir à la pause pour dire mais comment on peut faire le profil. Voilà. Et il nous arrive parfois, j'ai des consultants qui font ça parfois avec des familles entières. Moi je l'ai fait aussi avec une famille pour éclairer des problèmes encore une fois, de communication. On n'est que sur la forme, on n'est pas sur le fond. Ce type de modèle, c'est important de le dire, ne dit pas qui on est. Parce que à tort, on parle de modèle de personnalité. Il n'y a aucun algorithme au monde qui est capable de décoder la personnalité de quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est des modèles juste qui disent un peu comment on se comporte. On n'est que sur du comportemental. On n'est que sur la partie émergée de l'iceberg. Donc ça s'oppose à... Il y a 2 courants en psychologie. Il y a les freudiens qui vont travailler la boîte noire, et puis il y a les comportementalistes qui sont dans l'ici et maintenant. Là, on est dans la deuxième famille. Les deux sont complémentaires. Il y a des choses qui se résolvent dans le comportement, et des choses qui se résolvent dans la boîte noire. Nous, on est juste sur la partie communication, comment on dit les choses et comment on se comprend mieux, quoi. Oui, mais dans une équipe, typiquement, tu peux avoir les meilleurs experts. Si t'as pas ça, ce lien-là, cette capacité à communiquer les uns les autres, c'est ce qui fait toute la différence entre une équipe fonctionnelle et une équipe dysfonctionnelle aussi, très clairement. Si tu avais un seul conseil à donner justement aux managers d'aujourd'hui, tu l'as dit, fin 2025, là, début 2026, avec tout ce qui se passe, tous les changements qui s'annoncent, ces tensions, ce contexte qui est quand même très anxiogène et qui est remis toujours et encore en exergue par les médias, quel serait ton conseil pour reconnecter justement avant de réagir ? Le management, c'est l'art de réfléchir avant de parler. Donc, il y a des gens qui vont te dire, moi, je suis cash, ça sort comme ça sort. Souvent, je leur réponds, non, t'es pas cash, t'es agressif. C'est-à-dire que les gens mettent des jolis mots comme authentique ou cash, des violences quotidiennes. Moi, je suis nature. Ouais, moi, je suis nature. Non, t'es violent. Il y a une petite règle qui est que souvent, le premier qui parle a perdu.
Les acheteurs connaissent bien ça. Un acheteur de métier parlera jamais en premier. Il va laisser le commercial faire sa présentation et son argumentaire avant de parler. Je pense que plus on parle en premier, plus on prend un risque. Idéalement, moi, dans 80% des entretiens de management que j'enseigne, il y a toujours un démarrage par le manager on est bien là pour dire « écoute, je voulais te voir aujourd'hui pour te parler de ça ». Mais une fois que ces 3 phrases d'introduction faites, plus tôt on donne la parole aux gens, plus on les fait parler en premier, plus on a le temps de réfléchir à ce qu'on va dire, comment on va le dire, d'écouter ce qu'ils racontent. Voilà, donc pour moi, plus on parle en second, plus on a des chances de bien parler et de bien dire. De bien comprendre. Oui. J'ai envie de dire écoute active, de écouter vraiment déjà l'autre avant de réagir. Enfin, quand on sent qu'on a envie de réagir, peut-être se mordre la langue justement et ok, je t'écoute et se taire. Ça, c'est moi mon défi parce que moi j'ai le défaut permanent des formateurs ou même parfois de certains coachs. Alors je vais en faire hurler certains, mais de vouloir solutionner et résoudre. Et moi, je passe mon temps à me dire écoute pour comprendre et écoute pas pour répondre. Ouais, je suis d'accord, c'est pas toujours facile. Et parce que moi j'ai la réponse rapide, voilà. Et puis en plus moi j'ai une réponse qui est rapide et qui va pointer sur de la logique. Si je suis face à quelqu'un qui est pas là-dedans, ma réponse elle tombe complètement à plat. Donc du coup le meilleur conseil qu'on puisse donner, je trouve aux managers, c'est de très vite dans l'entretien donner la parole aux collaborateurs. Alors soit sur le passé, comment tu as vécu la chose, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi, enfin il y a X questions ouvertes, voilà, et c'est sur l'avenir, comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu me proposes. Plus on parle en second, plus on a des chances d'être juste. Eh bien, merci 1000 fois pour ce conseil. Quel serait ton mot de la fin, Stéphane ? Le mot de la fin, c'est que ce type de modèle, alors moi je suis d'obédience, processcom, donc voilà, mais le DISC, l'énéagramme, le MBTI, ce type de modèle, ils ont souvent un faux procès. C'est qu'on va dire, ça met les gens dans des cases. Ce qui est totalement un faux procès, puisque les gens n'ont jamais eu besoin de ce type de modèle pour avoir leur propre case. Tout le monde a des cases. Il y a des gens qui ont des cases de sexe, il y a des gens qui ont des cases de genre, il y a des gens qui vont te dire les barbus sont timides, il y a des gens qui ont des cases du zodiaque, moi je m'entends pas avec les scorpions, peu importe, ok. Donc les gens ont des cases. On n'a pas besoin de ce type de modèle pour en avoir. Quitte à en avoir, parce que le cerveau en a besoin pour classifier et pour s'en sortir, quitte à en avoir, autant en avoir des un petit peu intelligentes, un petit peu travaillées, un petit peu plus... Porteuses, positives. Ouais, positives et puis plus fines que simplement l'origine géographique ou raciale. Ou, les Ardéchois, ils sont têtus. Tu parles à un Dromois, donc attention parce que c'est nos Belges, les Ardéchois. Moi, mon mot de la fin, c'est juste d'inviter les gens le plus possible creuser ce type de modèle parce que c'est juste fait pour mieux vivre ensemble et mieux communiquer. Et bon Dieu qu'il y a beaucoup de différents que les gens ont qui sont seulement partis sur un problème de com au départ, de choses qui ont été mal dites, qui enquistent des conflits dans les entreprises, et puis chacun va le raconter au café, il va avoir des gens qui vont être d'accord avec lui, et puis ça monte, voilà, juste parce qu'ils se sont juste, entre guillemets, mal parlé, parce qu'ils n'avaient pas le même canal au départ, quoi. Et que l'un ou l'autre se sent pas entendu, encore une fois, et donc se sentir pas entendu, ça passe par quoi ? Ça passe par se parler, par communiquer. Exactement. Bon, en tout cas, Stéphane, un mille merci d'avoir pris ce temps et de partager avec nous ces insights. Je vais mettre bien évidemment le lien vers ton profil LinkedIn parce que Stéphane écrit divinement bien, aussi plein de posts hyper intéressants. Vous aurez aussi des vidéos à la fois aussi intéressantes sur le fond que sur la forme parce que Stéphane est bourré d'humour et il apporte les choses vraiment d'une manière assez intéressante et attractive. Vous l'aurez compris, Processcom, c'est vraiment une approche qui peut permettre d'améliorer des dynamiques d'entreprise et de manière très significative. Encore une fois, merci Stéphane. Si vous avez envie de le joindre, le lien de son profil LinkedIn sera à disposition dans les commentaires de l'épisode et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup. Merci Stéphane. J'espère que cet épisode t'aura offert ce pas de côté dont on a tous besoin régulièrement. Si c'est le cas, je t'invite à le noter, à commenter ou à le partager. C'est ainsi que ces sujets de lucidité, de responsabilité trouvent leur chemin jusqu'à celles et ceux qui ont besoin de l'entendre, ce petit rappel. À la semaine prochaine.